pouvoir démarrer. Merci à tous d'être venus ce matin donc, pour notre matinale Réussir sa recrutement qui va donc vous être animée par Louise Bavel, donc de l'entreprise Ventelec. Merci aux personnes qui sont en visio. Je vous demanderai pour les personnes en visio de... Merci à vous. Je vous demanderai de couper les micros pour ceux qui sont en visio, de profiter du chat si vous avez des questions. N'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de participer et que ça soit actif. Pour la salle, c'est pareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau des personnes en visio, si vous avez des problèmes de son ou d'image, pareil, n'hésitez pas à me le faire paraître dans le chat directement. Et puis, je vous souhaite une bonne matinale. C'est pas venu. Ce matin, je vais essayer de faire en sorte de ne pas vous faire regretter de vous être venus tous ce matin. L'objectif de la présentation n'est pas de vous apprendre à recruter, mais simplement de vous donner des lignes pour réfléchir à vos pratiques de recrutement et voir si vous souhaitez éventuellement ajuster certaines pratiques, adopter certaines pratiques. Voilà, mais sans en une heure, en un peu moins d'une heure, je ne vais pas pouvoir vous expliquer comment recruter de A à Z. Ce qui me semblait pertinent, c'est d'aller au-delà un peu de ce que vous pouvez lire à droite et à gauche, ce qui est partagé en permanence sur LinkedIn, etc. Et de faire des petits focus sur certaines études universitaires qui pourront derrière vous interroger sur vos pratiques, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est que là, l'avantage, c'est qu'effectivement, grâce au désistement, vous aurez peut-être même 20 secondes, si vous voulez, pour vous présenter. Ce qui me paraît intéressant, oui, pardon, j'arrête pas de dire. Ce qui me paraît intéressant, effectivement, donc mon présentation de son entreprise, type de profil recruté, sachant qu'à un moment donné aussi, voilà, on va avoir un petit peu d'interaction. Donc, il me semble intéressant d'ores et déjà de savoir un peu sur quel type de poste vous vous positionnez, dans quel secteur d'activité. Et je pense que derrière, ça rendra le partage de pratique beaucoup plus intéressant. Voilà. Si je me permets de vous inviter à commencer. Donc, mon Jean-Jacques Lamblin, donc, je suis donc gérant de société, entreprise, en particulier le immobilier, SNBA, et puis le profil recruté des commerciaux. Merci beaucoup. Stéphanie Laurent-Bélier, je suis directrice du GISMA qui est le service centre de travail. Les types de profils recrutés, c'est simple, dire que j'aimerais recruter. Donc, médecin principalement. Sanitaire. Merci beaucoup. Donc, Clarité Guilhem, je suis dans une petite entreprise en bas, une trentaine de personnes. Et je fais un recrutement. Là, je suis là. Ils sont tous dormés parfois. Ça arrive. Et donc, quel type de profil vous recrutez généralement? Et principalement des conducteurs. D'accord. Et Conducteur poids lourd. l'entreprise est basée sur la réduction des enfants en fait, pour le conseil humain. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Lamblin, Festilac, je suis responsable des ressources humaines. On va recruter des commerciaux. Problématique, c'est qu'ils ont des secteurs un petit peu larges, quasiment 10 départements. Et que les gens ont moins envie de découcher, etc. Et peut-être rentrer chez soi à 17h le soir et tout. Voilà, compliqué. Et puis, bon, après, 2-3 autres profils par-ci par-là. Aujourd'hui, c'est principalement des commerciaux et on va avoir besoin aussi de recruter des assistantes de vente. Enfin, assistantes, mais aujourd'hui, on arrive à avoir que des
Enfin, ça plus merveilleux. Très bien. Par dépit de choses. Enfin, par dépit. On aimerait bien avoir des piles plus mixtes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Nadia Chebiti, donc je suis RAF et RH de société 40 personnes dans la nouvelle Belgique, et des profils de et conseillers individuels. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Cyril Jamet, je suis directeur d'agence de développement sport à Supersonic. C'est le transport dans les profils, en Uber, Volvo, et aussi des exploitants des conducteurs. D'accord. Merci beaucoup. Et Daniel Leblanc, je suis responsable d'accompagnement des parcours à la fois. Je cherche les enseignements, des chargés de recrutement, des conseillers en insertion pour les personnes qui vivent dans l'insertion, l'accompagnement et l'orientation. C'est vrai que c'est une nouvelle tendance là qu'on constate, c'est qu'il devient compliqué de recruter des recruteurs. Oui. Alors, moi, c'est Cyril Vignon, je suis en fait du local. C'est hyper à faire. J'ai une exploitation viticole, je cherche des vendeurs, des pélisseurs et des salariés. Vous êtes venu avec des échantillons. Il y a plus que. C'est l'échantillon là. Ah ben là, Merci beaucoup. Autant vous voulez offrir des ennemis comme l'autre, là, le président d'Ado et l'autre. Autant vous faites des amis. Eh ben, bonjour, mademoiselle Spinas, je suis responsable des ressources humaines, donc les transports, transport du conseiller de finances, district service et ESC. Voilà, je cherche principalement des conducteurs, grands routiers et des régionaux. Et un mécanicien. S'il vous plaît. Moi, c'est Ilma Gourou, je suis en stage avec Diana et en fait, je suis en troisième année de licence AES, administration économique et sociale, et on arrive à faire un master. D'accord, super. J'interviens si je veux, si vous voulez. On peut faire une présentation de visio. Pour les personnes en vidéo, si vous voulez vous présenter également au fur et à mesure, s'il vous plaît. Oui. Vous m'entendez? Je Alors. me suis lancée, je vois mon nom tout en haut. C'est ça. Je me suis lancée. Allez-y, Madame Martin. Donc, Karine Martin, la DRH du groupe Brodard, donc industrie, imprimerie et packaging. Et je recherche essentiellement des conducteurs de machines et bobineurs. Donc, c'est des ouvriers avec peu de qualifications et on forme, on prend tout profil. Voilà. Merci. Monsieur Barbelion. Oui, bonjour. Stéphane Barbelion, directeur de pôle, j'ai notamment en charge des ressources humaines de Trobe Habitat, donc bailleur social, 300 collaborateurs. Nous, on recherche des chargés de clientèle, des techniciens de secteur, et puis de temps en temps, des chargés d'opération. Voilà, donc, grosse difficulté à recruter, évidemment, comme vous tous. D'accord. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Moi, je suis Gladys d'Auteuil, donc responsable RH dans les concessions de machinistes agricoles. Et donc, on recherche mécaniciens, techniciens en mécanique agricole et des technico-commerciaux dans le conseiller machinisme agricole. Principalement Marne, Haute-Marne et Aube. Merci. Ouais, bonjour à tous, Élodie Morlot, adjointe RRH au Technicentre de Romilly-sur-Seine.
Et donc, nous sommes à la recherche de techniciens mécaniques, électriciens et électrotechniciens. Est-ce que vous prenez des apprentis? Oui, également. D'accord. Bon, je reviendrai peut-être vers vous. Ouais, on a une trentaine d'alternants par an sur le Technicentre, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez envoyer les candidatures. Bonjour, je suis Cindy Vier, je suis la directrice administrative du groupe Joya Rencontres Immobilières et nous recrutons en fait des agents commerciaux en immobilier. Donc c'est un recrutement, c'est plus une recherche de collaboration avec des agents qui sont indépendants, hein. Oui. Oui, je peux prendre. Vous m'entendez? Très bien. Oui, donc bienvenue. Je suis un collègue d'une personne dans la salle, viticulteur également. Donc à la recherche de profils techniques, manuels, mais aussi intellectuels, enfin avec des métiers très variés, en intérieur, en extérieur, en cave, en vigne, absolument tous les profils. Et le mouton à 5 pattes en mécanique agricole. Très bien. Merci. Bonjour, je suis Cécile Glinel du cabinet d'accompagnement conseiller stratégique. Je suis la chargée de recrutement. On a un cabinet de recrutement généraliste donc basé à Troyes. On travaille sur l'Aube, Lyon, la Marne, la Haute-Marne, enfin tout ce qui est aux alentours. Et on est un cabinet généraliste, donc en fonction des demandes, on a de tout. Merci. Bonjour, je suis Achille Jo, je suis chargé de mission ressources humaines. Je travaille pour le groupe Faubourg qui est spécialisé dans l'automobile. Et comme je l'ai déjà entendu, moi c'est carrossier, mécanicien aussi, du coup. Et après, c'est assez vaste dans le secteur automobile, des gestionnaires de flotte. Ouais, c'est assez varié pour moi. Bien. Je pense que tout le monde s'est présenté. C'est tout bon. Bien. Je me rends compte que je suis très impoli parce que je ne suis pas vraiment présenté. Enfin, bon, donc moi, Loïc Badrel, c'est passé par là. Je suis issu d'une grosse dizaine d'années, je vais rester assez vague pour ne pas trop vieillir, de fonction de cadre RH multisectoriel. Et depuis septembre dernier, je me suis mis à mon compte pour voir si ça peut fonctionner, principalement sur l'optique accompagnement lorsqu'il y a des problématiques RH, des sujets RH à traiter. J'arrive avec ou sans cap, ça dépend si vous prenez l'option cap, pour accompagner dans ces situations-là. Et j'anime aussi des formations. Et je n'interviens sur le recrutement que si on me le demande, mais c'est pas le métier dans lequel je pousse mon activité, puisque voilà, il y a ACS qui fait le boulot à trois. Voilà. Donc, merci d'avoir fait le déplacement et de vous être levé. On va rapidement, puisque l'heure avance déjà. Je dois vous lâcher à 0 plus tard, c'est ça? Ça, à peu près. Donc, rapidement parler recrutement, comme je vous l'ai expliqué, on ne va pas revoir la procédure de A à Z en disant voilà quelles sont les bonnes pratiques pour telle et telle étape. Si jamais ça vous intéresse, je serais très heureux que vous demandiez à Priscilla d'organiser la formation que j'ai dans mon catalogue. Mais là, l'idée, c'est simplement voilà, d'apporter des billes à des professionnels qui recrutent déjà et qui ont déjà mené quelques recrutements et à qui on ne la fait pas. Hein. Donc, premier point, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus, c'est que le recrutement n'est pas une science exacte. Donc, les éléments que je vais vous apporter, ce ne sera pas pour limiter les risques à zéro et réussir l'ensemble de vos recrutements. Ça n'existe pas, désolé. J'espère que vous n'allez pas vous lever et quitter la salle, du coup. Mais même si donc le recrutement n'est pas une science exacte, il est possible d'avoir une approche méthodique et proche de la méthode scientifique qui permet de border cette pratique
de ne pas faire n'importe quoi et de sécuriser autant que possible ces pratiques de recrutement. Sécuriser dans le sens juridique du terme, évidemment, parce qu'il y a toutes les pratiques anti-discrimination, etc., mais sécuriser aussi pour ne pas gaspiller le temps que vous avez investi à recruter en constatant qu'au bout de 2 jours, la personne ne se reprend plus. Malheureusement, il reste et vous aimeriez bien qu'il ne reste pas. Donc, histoire de réveiller tout le monde, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à donner des exemples à la cantonade, ce qui vous vient à l'esprit, de méthodes de recrutement, de critères de sélection. De sélection, voilà. Comment on peut recruter, sur quels critères on peut discriminer au sens sélectionné du terme les différents candidats pour choisir le bon. Je vais désigner un premier participant, comme ça les autres vont suivre. Donc, est-ce que Nicolas veut bien donner quelques idées? Méthode de recrutement. Oui, comment vous recrutez? On appelle parfois des cabinets de recrutement. Ça, c'est la réponse. Mais au bout d'un moment, vous devez quand même bien rencontrer les candidats. Non, on commence selon les postes, on n'appelle pas des cabinets pour nous donner. Notamment quand on en a beaucoup sur des postes un peu plus élevés. Déjà, Indeed, Pôle emploi, etc. sera le fait de cadrer une définition de poste, une fiche de poste, quel est le profil dont on a besoin, etc. Donc, des annonces. Un premier entretien téléphonique en général avec une première sélection par mois des CV reçus. Ensuite, souvent un entretien téléphonique ou visio ou en réel, en présentiel, selon la personne, selon le nombre de personnes qu'on a, selon qu'elles sont loin ou pas loin, etc. Et puis un deuxième, selon les postes, des fois. Et donc, lorsque vous avez plusieurs personnes qui vous plaisent, sur quels critères vous allez déterminer qui vous retient ou pas? Avant de recevoir, c'est des tas de CV, c'est l'expérience, c'est des CV, c'est une accumulation ou pas de toutes petites expériences. Enfin voilà, c'est qu'est-ce qu'on a comme expérience. Ensuite, c'est aussi la façon de se présenter, la façon de vendre dans la lettre de motivation quand il y en a une. Et après, c'est beaucoup un ressenti général espèce de feeling et de est-ce qu'on sent cette personne-là bien dans le groupe dans lequel elle va évoluer si on l'embauche, et est-ce qu'on imagine bien à ce poste-là précisément, mais c'est plus un savoir-être que chose. J'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure sur les notions de trous dans le CV, mais est-ce que donc il y a d'autres méthodes de sélection, de choix de candidats qui viennent à l'esprit? On peut penser par exemple au test de recrutement. Vous avez d'autres idées? Au Technisorm, on a peut-être des super techniques. En fait, j'ai envie de dire que je ne suis pas nécessairement concernée, mais plus ça vient, et moins on a le choix. On a les 15 séries qui se présentent. Il y a déjà quelques temps, vous en attendez un. Quel est notre choix? En fait, il faut limiter le choix par défaut parce que pour la expérimenté, ça peut amener à des situations très compliquées. Malgré tout, vous avez des conditions qui sont à un moment donné, le choix est très limité. Donc, on a tout le choix, ça c'est certain, mais on a le choix de reporter. Ouais. Et effectivement, je suis curieux de savoir, est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a déjà eu un recrutement par défaut qui s'est avéré une bonne surprise? Ça ne m'est jamais arrivé non plus. Et parfois, les opérationnels ont du mal à vivre. Très bien. Et je me permets de rebondir sur les notions de trous de CV. Lorsqu'on s'attarde sur les trous de CV, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Quel est le problème avec les trous? C'est d'essayer de comprendre le parcours. Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui
qui a des bonnes raisons d'avoir eu un trou, et peu importe quoi, hein, que ce soit s'arrêter de travailler pour s'occuper d'un enfant malade, que ce soit de vouloir aller faire le tour du monde, peu importe quoi. Mais moi, je préfère quelqu'un qui s'est arrêté pendant 2 ans pour aller faire le tour du monde avec son sac à dos sur le dos, mais quelqu'un qui vous dit, bah non, je n'ai pas bossé pendant 2 ans. On se demande un petit peu pourquoi. Est-ce que c'est pas quelqu'un finalement qui va. Est-ce que c'est quelqu'un qui a réellement envie de bosser? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va se faire de même qui va juste rechercher un boulot pour se reconstituer ses droits de chômage, puis qui peut faire la même chose dans 6 mois, un an. C'est d'essayer de comprendre le pourquoi. Après, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de. Ça peut aussi cacher l'expérience malheureuse pour qui on n'a pas envie qu'il y ait des prises de référence, par exemple. Oui. Très bien. Parce qu'effectivement, après, il peut y avoir des personnes qui galèrent pendant un petit moment, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas bien dans le poste? Je ne sais pas. Non, mais de la même manière, quelqu'un qui a eu une expérience malheureuse et qui veut absolument travailler et qui a enchaîné 2-3 boulots qui ont été assez. 2-3 expériences qui ont été assez courtes. C'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Enfin, on ne retombe pas tout de suite. Il y a des gens effectivement qui ne retombent pas tout de suite sur le bon truc, qui se sont plantés. Et tout le monde a le droit à l'erreur, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi et de savoir s'il y a une cohérence, s'il y a une. Donc, c'est de détecter les films. Ouais. Oui. Oui, donc je suis un petit peu lent, je vais remettre sur les méthodes de sélection. Oui. Non, expédier le parrainage. Oui, parrainage, cooptation. Et alors Ce qui est intéressant, c'est que comme les recruteurs sont en interne, si le recrutement ne se passe pas bien, c'est le coopteur qui va aller voir le recruter pour lui dire fais pas n'importe quoi, parce que moi derrière je passe pour un genre. Donc c'est quand même pas mal. Et la question c'est est-ce que vous encouragez ça par les primes de cooptation ou pas? Les primes de cooptation, c'est-à-dire vous me trouvez quelqu'un à recruter, en échange je te file une prime de 500 € à la validation de la période d'essai. Après la période d'essai et 200 € 6 mois après Là, j'en ai toujours en très peu de temps. Ok. Donc, en critères de recrutement, généralement, dans les petits champs de profil, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre diplôme, expérience, etc. Et la question est de savoir, en fait, lesquelles de ces méthodes, lesquels de ces critères sont les plus pertinents. Le temps avançant, je ne vais peut-être pas refaire une étude collégiale, sauf si là, spontanément, pensez avoir la méthode miracle pour sélectionner. Voilà. Là, on n'est pas sur la question du sourcing, effectivement, on abordera ça dans un second temps. Chercher. Ça dépend de ce que vous cherchez. Si on recherche des commerciaux, oui. On va mettre aussi la même méthode que si on recherche. D'accord. Ce qui va ressortir de toute manière, c'est qu'on part bien du besoin. À partir du besoin, on détermine ce qu'on appelle un profil de poste, enfin ce que j'appelle moi un profil de poste, c'est-à-dire le profil qui va correspondre aux besoins. Et derrière, tout l'enjeu, ça va être de vérifier l'adéquation entre le candidat et le profil de poste. Voilà. Et la question, c'est de savoir comment on fait pour déterminer si le candidat correspond au profil de poste ou pas. Et donc, il y a une étude américaine et singapourienne qui est sortie assez récemment, il y a un an, en décembre 2021. Je vous traduis en... Bon, c'est traduit en français, mais je vais quand même vous traduire le titre français en quelque chose d'intelligible. Pour faire court, l'objet de l'étude, c'est quoi le meilleur critère de sélection pour prédire la réussite de recrutement, si on veut transformer ce charabia-là en français. Donc, c'est une étude qui est partenaire de 3 universités et je vous donne la synthèse parce que je suis quand même très sympa. Je vais faire un certain nombre de synthèses. Donc, qu'est-ce que c'est que ce magnifique graphique?
À gauche, c'est un critère de prédictibilité extrêmement mauvais. C'est-à-dire que si plus vous utilisez les méthodes qui sont à gauche, moins ce sont des méthodes fiables pour prédire la réussite de recrutement. Plus vous avez là-bas, plus ça va être une méthode top-down. L'axe vertical est un axe sur la discrimination. Alors, les Américains, ils sont très décomplexés là-dessus, hein, c'est la discrimination blanc-noir. Donc, plus on est là-haut, moins c'est discriminant, et plus on est en bas, plus il est susceptible à ce qu'il y ait des discriminations. Voilà. Si je puis me permettre, on va d'abord s'intéresser avant tout sur le critère de prédictibilité, la fiabilité de la méthode de recrutement. Donc, parmi les pires critères de recrutement, de sélection, il y a simplement s'intéresser sur l'expérience professionnelle, qui en soi ne nous apprend pas grand-chose de fiable. Et donc, ça peut nous permettre peut-être de nous interroger à pourquoi je demande 4 ans d'expérience et pas 3? Est-ce que ça va changer fondamentalement? Est-ce que je ne me prive pas de candidature inutilement? Pourquoi voilà, faut-il 2 ou 3? En tant que RH, c'est aussi parfois compliqué de l'expliquer à nos opérationnels. Voilà, tu veux qu'il y ait au moins 4 ans d'expérience, chef de service X, très bien, mais qu'est-ce que ça va changer s'il n'en a que 3, par exemple? Voilà. S'interroger sur cette pratique, on a toujours fait comme ça. Et l'expérience, effectivement, en elle-même n'est qu'un chiffre. Là où, effectivement, l'un des meilleurs critères de prédictabilité, ça va être s'intéresser sur les connaissances professionnelles. Job knowledge. Et sur les exemples de travaux effectués. Moi, par exemple, je me positionne sur un poste RH, je vais être plus à même de démontrer ma capacité de production, mes compétences, si je viens, par exemple, avec des exemples de politiques de recrutement que j'ai conçues pour tel hôpital et ça a eu tel résultat. Plutôt que de dire, oui, j'ai travaillé 5 ans dans cette boîte-là, donc je suis une star. Alors, dans les mauvais critères de prédictabilité, vous allez trouver des ressentis. Si la personne est extravertie, le fait qu'elle sache bien se vendre n'est pas un bon critère, un bon indicateur de fiabilité dans la réussite du poste en soi. Hein. La stabilité émotionnelle, quelqu'un de flegmatique, etc. Au contraire, ce n'est pas non plus un critère qui va dire oui, celui-ci, il est calme, il est posé, il va bien réussir dans le boulot. Ça n'existe pas, en tout cas assez rarement. La sympathie qui va se nouer au cours de l'entretien et de la relation n'est pas non plus un critère fiable de prédictabilité de réussite dans le poste. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que vous avez sous la main un levier extrêmement simple. C'est que vous pouvez passer d'un moyen de recrutement complètement, on va dire, pourri, au meilleur possible. Là, c'est l'entretien de recrutement à la one again. Hein, on discute, on voit si on s'entend bien, etc. Et là, vous avez l'entretien de recrutement structuré, c'est-à-dire sur lequel, je reviens dans le plan, pour lequel vous avez effectivement réfléchi à votre besoin précis et vous avez objectivé votre besoin au-delà de oui, pour ça, je pense qu'il faut tel ou tel profil. C'est vous partez vraiment du besoin, quitte à faire table rase des offres d'emploi du passé, pour se dire il doit faire ça, ça, ça. À son embauche, qu'est-ce qui est vraiment indispensable qu'il sache faire ou pas? Qu'est-ce qu'il peut apprendre sur le terrain? Qu'est-ce qu'il peut attendre sur le tas? Quels sont vraiment les critères indispensables? Et derrière, quels critères, quels éléments je mets en face
de ses besoins pour m'assurer, voilà, quels éléments sont nécessaires pour m'assurer que la personne est capable de répondre à tel et tel besoin. Voilà. À partir de là, c'est là où on se rend compte que recruter, c'est encore plus embêtant qu'on le pensait, hein, parce qu'il y a tout un travail préparatoire à faire. C'est qu'une fois que vous avez déterminé avec exactitude et que vous avez objectivé votre profil de poste, aller au-delà de il faut bac plus 2, mais je ne sais pas si je me demande mais pourquoi il faut bac plus 2, parce que tout le monde a bac plus 2, s'il n'a pas bac plus 2, c'est que c'est un branque, j'en sais rien. Ce n'est pas un critère objectif et peut-être que vous compliquez la vie pour rien avec ce type d'approche-là. Voilà. Plutôt que bac plus 2, c'est qu'il faut qu'il ait eu telle formation académique où il a pu aborder telle ou telle thématique. Plutôt, c'est déjà et donc derrière, donc, vous allez déterminer votre profil de poste et à partir de ce profil de poste, vous allez déterminer une grille de sélection, une grille d'entretien qui va vous permettre effectivement de structurer votre processus de recrutement dès la phase de sélection du CV, puisque dans votre profil de poste, il y a des éléments que vous allez pouvoir détecter ou pas sur le CV, des éléments dans lesquels vous allez devoir gratter en entretien de préqualification téléphonique, et derrière, en entretien de recrutement, l'entretien de recrutement en lui-même. Et quel est l'avantage? Ils sont multiples. Premier avantage, c'est que vous n'allez rien oublier, c'est-à-dire que vous n'allez pas terminer l'entretien en disant « mince, j'ai oublié de poser telle ou telle question, d'aborder tel ou tel point ». Et le deuxième point, ça va vous faciliter la vie lorsque vous allez comparer les candidats, surtout si vous ne les recevez pas tous le même jour, ou si vous les recevez tous les mêmes jours, mais que vous en recevez 10 dans la journée, ça va vous permettre aussi une certaine stabilité dans l'évaluation du candidat tout au long de la journée. Au bout du 10e candidat de la journée, généralement, on a envie que ça se termine vite. Voilà. Et on n'a pas la même concentration qu'avec le deuxième candidat. Voilà. D'ailleurs, intéressant aussi, enfin, petite curiosité intellectuelle au passage, j'ai lu une étude il y a quelques années comme quoi l'heure optimale pour postuler, c'est le mardi à 10 h. A priori, c'est à ce moment-là où les recruteurs sont les plus à même à accueillir favorablement les candidatures. Voilà, et donc ça ne tient qu'à vous. Hein. De moyenne à on est méthodique. Alors évidemment, on ne doit pas, vous allez me faire taper dessus, je ne sais pas, se transformer en fonctionnaire de préfecture qui garde son nez sur son formulaire CERFA et qui n'en sort pas. La grille d'entretien ne doit pas se transformer voilà, en formulaire qu'on remplit. Évidemment, ça n'empêche pas la réactivité de rebondir sur tel et tel élément et de ne pas se contenter des éléments de surface. Voilà. Ça me fait penser, là, il y a la semaine dernière, je donnais des cours recrutement justement au master de Figier RH. Et je leur ai fait faire tout au long de la journée des simulations d'entretien de recrutement. Et j'étais extrêmement étonné qu'ils avaient tendance à se satisfaire du déclaratif. En fin de journée, j'en ai pris une et je lui ai fait passer un entretien de recrutement. À la fin, elle est en sueur. Parce qu'effectivement, on ne se contente pas du déclaratif, parce que sinon, on risque de remonter par ici. Mais derrière, effectivement, il faut s'intéresser à oui, mais qu'est-ce que ça veut dire si vous me dites ça? Concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière telle ou telle activité, quelle ou telle mission, quelle était votre contribution, etc. Voilà. Donc là, on va dire que c'est la bonne nouvelle. Avec un peu de méthode, vous pouvez fiabiliser vos processus décisionnels. En critères ou méthodes, plutôt plus. Hein. Donc, comme je l'ai dit, hein, s'attarder sur les connaissances professionnelles, et donc on peut se poser la question de savoir comment on évalue. Est-ce que vous faites un entretien avec un technicien terrain ou le chef de service qui, lui, va pouvoir effectivement l'évaluer en cours d'entretien.
est-ce que vous faites un test technique avant ou après l'entretien? Extrêmement intéressant, ça m'a aussi étonné, s'intéresser aux expériences de vie des candidats, ce qui leur est arrivé, comment ils l'ont surmonté, etc. Sachant que ça, en tout cas en France, ce sont des thématiques extrêmement délicates à aborder, puisqu'on n'est pas censé aborder en entretien des thématiques trop personnelles. Il faut être en capacité en permanence de démontrer en quoi ma question est en lien avec votre capacité à occuper le poste. Voilà. Ensuite, donc work sample, donc ce que vous disiez, des exemples de travaux. Donc, pour les personnes de la com, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, ils viennent tout de suite avec. Ils ont un book avec les exemples de production qu'ils ont faites, de petits flyers, de packaging, machin truc. Quelqu'un qui est dans la vidéo, il va vous envoyer des liens YouTube, etc. Pour un profil comme moi, par exemple, effectivement, je peux venir avec des exemples de campagnes de recrutement des politiques, des schémas directeurs RH, voilà, telle était la problématique et était la réponse. Alors, GMA, c'est General Mental Ability, donc ce sont les tests de raisonnement. Les tests de personnalité sont ici. Donc tout ça pour dire, mais ça vous saviez tout déjà, que les tests, que ce soit de raisonnement ou de personnalité, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas ça qui va fiabiliser à 100% vos recrutements. Ce ne sont que des outils d'aide à la décision, mais qui ne doivent pas remplacer ou trop influencer votre décision. Ce ne sont que des outils, ils doivent être considérés comme tels, qui peuvent être des éléments alertants, et donc des sujets sur lesquels vous allez aborder lors de votre super entretien structuré. Mais je ne peux pas dire, oui, sa toile d'araignée finale ne me convient pas, je le carte de facto. Vous risquez de rater quelqu'un, ou au contraire de dire son étoile me convient parfaitement, donc ça va être une star. Ce critère-là de réussite n'est pas mauvais, mais n'est pas non plus le moyen le plus fiable. Voilà, bon, on ne va pas tous les aborder. Hein. Donc, les conclusions de cette étude. Donc, ce qui fonctionne le mieux sont les entretiens d'embauche structurés, mais ça, je vous ai assez embêté avec ça, donc ce que vous avez compris. Donc, avec des questions standardisées, communes entre les candidats, avec les avantages que je vous ai dit, mais ne mettez pas non plus tomber dans le travers de je ne lève plus les yeux de ma feuille de prise de notes. Les tests de connaissances professionnelles, les aspects donc clés passés dans la vie, selon si le candidat ouvre cette porte ou pas. Échantillon de travail, je ne suis pas très heureux de cette traduction, mais vous pouvez respecter. Et tests de lien entre intelligence émotionnelle et cognitive. Si vous voulez des suggestions de tests, peut-être que vous-même vous avez des retours d'expérience à faire. Mais moi, j'aime beaucoup l'entreprise Performance. Je suis pas partenaire avec eux. Performance, SE à la fin, SE. Alors, de mon temps, c'était le Perfeco qui était vraiment un test extrêmement bluffant. Il a un peu changé de nom, mais si vous tapez Perfeco Performance, je suis sûr que vous allez tomber sur la page de test. Bon, ils sont un peu chers. Voilà. Et quand j'étais low cost, je travaillais avec Central Test. Ils ont un test de raisonnement plutôt bien fait, Central Test. C'est le GAT, G-A-A-T, qui a l'avantage de ne pas être un test avec des petits dessins, suite logique, machin truc, mais un test vraiment un peu mis en situation professionnelle, c'est-à-dire on reçoit un texte, enfin on a un texte. À partir de ce texte-là, est-ce que je peux tirer telle ou telle conclusion? C'est-à-dire que ça va évaluer la capacité de la personne à partir d'éléments donnés, est-ce que je suis capable d'aboutir aux bonnes conclusions ou est-ce que je vais éventuellement extrapoler, inventer des éléments ou pas? Voilà, c'est plutôt assez bien. Leur test de personnalité de Central Test ne m'avait pas super bien convaincu, mais comme je comparais avec le Perfeco de Performance,
C'est difficile de comparer deux chevaux avec une asiatique. Ensuite, donc, comme on a vu, les années d'expérience professionnelle sont l'un des pires prédicateurs de performance future des nouvelles recrues. C'est-à-dire que demander X années d'expérience sans mesurer la performance réelle, ce qui a été vraiment exercé, quels résultats ont été produits pendant cette période-là, ça ne va rien nous dire en soi. Comment fait un bon entretien d'embauche structuré? Le même canevas de questions posées à chaque personne. L'accent est mis sur les exemples d'expériences passées, les scénarios proposés. Vous pouvez éventuellement dire que tel ou tel recrutement, ça peut être intéressant de faire une mise en situation. Par exemple, j'ai pas mal travaillé dans le médico-social et l'aide à domicile. Donc, dans les questions qui pouvaient être posées, c'est vous devez intervenir à 9 h, vous arrivez à l'heure, parce que c'est un miracle, ça a bien roulé. Vous sonnez, personne répond, comment vous réagissez? Quand vous rentrez, la personne est par terre, comment vous réagissez? Déclinez ça en fonction de votre contexte. Les questions sont suivies, c'est-à-dire que vous grattez les réponses. Et derrière, donc si vous êtes comme moi un peu maso et aimez beaucoup Excel, vous faites un tableau sur Excel, sinon vous faites ça à l'ancienne sur votre petit cahier. Mais derrière, effectivement, il faut de la même manière, lorsque vous émettez un appel d'offres et que vous allez répondre, comparer les différentes réponses aux appels d'offres, vous faites un tableau comparatif en fonction de certains critères. Dans l'absolu, si vous voulez objectiver et sécuriser votre processus de décision, il faut faire à peu près la même chose avec les candidats. Voilà. Donc ça, c'est dans l'optique où vous avez plusieurs candidats. Est-ce que ça suscite des questions, des commentaires particuliers? J'ai un bel exemple. Toute ma famille est allée aux États-Unis et j'ai un cousin que il venait juste d'arriver. Et c'est un conducteur poids lourd, il fait de la mécanique, mais comment il va, il n'y a pas de moyens. Donc, il est arrivé là, parce qu'il se dans une boîte de transport, parce que son diplôme, c'est pas mal. Il est parti, on lui a appelé, il m'a dit je suis un mécanique, parce que j'ai vu que ça avait écrit dans ce mail, il dit oui, mais je n'ai pas été câble. C'est pas grave, on a un câble sur le pont. Vas-y. Il en est fait un téléphone dans le web, et lui, je pense que c'est ça, et on a envoyé une mécano pour lui, oui, c'est ça, et je dis, comment on passe, ça fait 6 ans qu'il travaille, on a fait la messe. Il a diplôme du mécano, il s'est formé, et aujourd'hui, il est devenu. Ce qui est bien avec les marchés en tension, c'est que ça force l'employeur à ouvrir son esprit. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais c'est vrai qu'on est passé d'un marché où le recruteur était roi et avait puissance de vie ou de mort quasiment sur certains salariés et certains candidats. Et la pénurie de candidats pousse à s'offrir à des nouveaux profils, à chercher à toucher des nouveaux publics. Et d'aborder peut-être avec plus d'humilité le processus de sélection aussi. Voilà, évidemment, enfin, je pense que personne ne fait ça ici, mais un entretien de recrutement n'est pas le moment où on va se faire plaisir en disant ça y est, socialement, je suis puissant, je vais écraser mes candidats. On n'est pas dans une série américaine. Voilà, donc vous l'aurez compris. Étude de besoin, profil de poste et entretien méthodique, recrutement réussi. Autant que possible, obligation de moyens, pas de résultat. Deuxième petite étude sur le volet discrimination à l'embauche. Étude Sciences Po CNRS, cette fois c'est français, et mais le titre en anglais. Simplement une étude où les auteurs se sont intéressés à savoir si j'ai un processus de recrutement formalisé ou un processus de recrutement, on va dire, simplifié ou informel,
quel effet ça va avoir sur les discriminations à l'embauche, sachant qu'ils se sont intéressés sur la discrimination homme-femme, sur la situation de précarité et justement le fait d'avoir ou non un diplôme dans le domaine dans lequel on souhaite exercer. Et les conclusions sont que fondamentalement, les méthodes formalisées de recrutement n'ont pas ou peu d'effet sur la discrimination à l'embauche. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une méthode est formalisée qu'on va arrêter, qu'on va stopper les discriminations à l'embauche et que, les conclusions de bon sens, en fait, les méthodes formalisées ne font que produire ce que les procédures et outils mis en place induisent, que ce soit volontaire ou non. Voilà. Donc, s'il y a de la discrimination à l'embauche, c'est aussi, on peut aussi, et qu'on souhaite y remédier, c'est éloigné. Il convient évidemment d'interroger est-ce que tel ou tel recruteur a des préférences personnelles, mais parfois c'est même notre processus en lui-même qui génère de facto de la sélection non voulue. Donc, il n'y a pas d'effet systématique tant sur le critère de sexe, de diplôme ou de situation d'inactivité. Là où l'étude a relevé, c'est que l'utilisation de recrutement, lorsque vous allez recruter et vous allez dire que je ne vais pas publier une annonce, mais je vais plutôt faire appel à mon réseau, donc personnel ou professionnel, cette méthode-là a tendance à pénaliser les femmes. La question du CV anonyme qui était extrêmement à la mode à une époque et qui a été curieusement abandonnée. Donc ça, je ne sais pas si vous avez suivi, ça date un peu. Mais en fait, lorsque ça a été, il y avait une période où c'était en test, en fait, voilà, CV anonyme. Et les conclusions, en fait, de ces tests, c'est que paradoxalement, le CV anonyme avait tendance à discriminer les demandeurs d'emploi issus de l'immigration et résidents dans les zones urbaines sensibles. Voilà, donc du coup, ça a été abandonné. Voilà pour le volet méthodique. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vous apprends pas, je ne vous explique pas comment mener vos entretiens, etc. Mais je vous apporte simplement des éléments qui sont là pour réfléchir, pour alimenter votre réflexion personnelle. Ensuite, je vous propose un petit focus sur être vu et interagir avec les candidats. Déjà, pour être vu, on va s'intéresser essentiellement sur Internet. C'est essentiellement sur Internet. Donc, simplement des petits chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte des job boards qui fonctionnent le mieux. Alors, Pôle emploi, je les soupçonne de tricher parce qu'on doit se connecter tous les mois pour s'actualiser. Mais peut-être que ces personnes en profitent pour placer une alerte mail, etc. Une alerte sur la zone d'emploi. Ensuite, de manière assez peu étonnante, vous avez une guide qui surperforme, qui caracole loin devant les autres. Et le work, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, c'est ex-région job. Vous avez Campagne Job, ou West Job, etc. Donc, ils ont tout fusionné dans c'est le work. Et cadre emploi et APEC, hein, et l'APEC, comme vous le savez, c'est public cadre, et maintenant, vous savez, quelques années, et agent de maîtrise. Voilà. Ensuite, pour les petits chiffres, les PME utilisant le recrutement 2.0. Recrutement 2.0, c'est le recrutement sur les réseaux sociaux. Le web 2.0, c'est la notion d'interactivité. Donc, il y a à peu près, c'est 50-50. La bonne nouvelle, c'est que il y a encore 47% qui ne le font pas. Et dans un marché de l'emploi hyper concurrentiel, s'investir ou investir dans ce domaine-là, dans ce champ-là,
permet encore de faire un peu la différence par rapport à ses concurrents. Je parle de concurrents dans le sens du marché du travail, les personnes qui veulent recruter les mêmes profils. Là où il y a 82% des demandeurs d'emploi qui cherchent à utiliser les réseaux sociaux pour se faire recruter. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que je peux simplement me contenter des job boards et j'attends que les candidats viennent à moi? Avantage, c'est que je poste mon annonce et j'ai le sentiment du travail accompli et puis derrière, je vais faire la sieste et j'attends que ça vienne à moi. Mais est-ce qu'on peut se contenter de ça aujourd'hui dans un marché hyper concurrentiel sur certains métiers en tension? Je vous laisse répondre à cette question. Alors qu'effectivement, on a 82% des DE qui sont en train de s'exciter sur les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas des offres qui traînent, etc. Voilà. Là-dessus, je vais vous parler de l'ADMR, puisque j'ai été responsable RH de la Fédé de l'Aube, la Fédération ADMR de l'Aube, pendant 4 ans et 1 mois. 650 salariés, plus de 100 CDI recrutés par an. C'est l'objectif. En développant notre présence sur Internet, et en particulier sur Facebook, au regard de la population de 6 millions, j'ai fait plus que x2 en nombre de candidatures. Et aujourd'hui, plus de la moitié des candidatures de l'ADMR viennent de Facebook. Et pourquoi? Parce que mes concurrents du marché du travail, mais bien mes confrères quand même, étaient eux très peu présents sur Facebook. Et donc, j'ai bouffé l'espace et arrivé à un résultat où même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'ADMR se sont mis à commenter, à partager l'ADMR de l'Aube lorsqu'il y avait quelqu'un qui dit « Ah, je suis du boulot, est-ce que tu as essayé l'ADMR ?» de pouvoir maintenant faire la sieste, ce sont les autres personnes qui vont faire la pub de ma page. Voilà, donc là, vous allez gagner en visibilité et vous allez toucher ces personnes qui passent leur journée sur leurs réseaux sociaux. C'était une analogie, hein. Il faut être visible. Les personnes passent leur journée à scroller là, sur Insta ou Facebook, ce que vous voulez. Si je veux apparaître sous leurs yeux, eh ben, il faut que je publie sur ces réseaux-là. Voilà. Bon, j'ai déjà répondu à la deuxième question, je suis désolé. Mais est-ce que qui parmi vous utilise déjà des réseaux sociaux pour draguer les candidats potentiels? Ah, bon, on est à peu près au 55%. Je suis surpris du coup des résultats. Après, il y a peut-être, je ne préjuge de rien, mais après, il y a peut-être une question méthodique. Hein. Les réseaux sociaux et tout, je suis content. Les résultats, il n'y a pas des... Après, il faudra peut-être s'y pencher plus individuellement, mais les réseaux sociaux, effectivement, ça ne s'improvise pas. Il y a une méthode, il y a des codes, il y a des supports à utiliser. Technique pour démultiplier sa visibilité. Donc, voilà, dans l'absolu, moi, je peux aider, mais je ne suis pas là pour faire ma pub. Mais vous avez aussi l'ADMR, vous pouvez travailler aussi avec l'agence Perfeco, non pas Perfeco, pardon, l'agence de com, elle s'appelle comment déjà? Merci. Il y a Eco de tout. Eh bien, Eco. Eco, oui, Eco toujours. Eco toujours. Avec qui on travaille de temps en temps parce qu'ils savent faire des choses plus jolies que moi sur Photoshop. C'est un art, hein, les réseaux. Il y a un temps pour diffuser, des jours pour diffuser en fonction des plateformes. Ben, il faut savoir quand, à quelle heure. Et puis, il y a des codes parce qu'on peut vite en fait, se tirer une balle dans le pied en faisant des trucs de ringard. C'est mal fait. Donc, les réseaux sociaux, l'avantage,
c'est que bon, vous allez évidemment toucher les personnes en recherche active, mais contrairement au job board, vous allez aussi toucher les personnes qui sont un peu plus passives sur le marché du travail. Permet aussi une approche plus personnelle des candidats, en développant ma présence sur les réseaux sociaux. Je déborde pas trop. En développant la présence de réseaux sociaux de l'ADMR, ça m'a permis de me rendre compte pourquoi certaines personnes ne postulaient pas. Donc, de détecter des freins à l'acte de candidature. Voilà, moi, mon objectif, c'est de faire une sorte de tunnel de vente, de les attirer et de les pousser à l'acte d'achat, qui était pour moi donc la candidature. Donc, mon objectif, donc, je les attirais dans mon tunnel de vente et je détectais en fait certains freins qui les empêchaient de passer à l'étape suivante. Et donc, je n'aurais pas pu m'en rendre compte si je n'étais pas actif sur les réseaux sociaux et je n'aurais pas pu les lever si je n'avais pas été actif sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là où je me suis rendu compte d'un truc totalement idiot de mon point de vue. Il y a certaines personnes qui ne postulaient pas aux offres parce qu'elles se posaient des questions existentielles en termes d'horaire, machin truc. Et plutôt que de dire je vais postuler et puis je poserai la question, c'est j'ai pas la réponse donc je ne postule pas. Voilà, des trucs comme ça. Après, on comprend les trucs dans le CV. Donc, effectivement, en interagissant directement avec ces personnes-là, j'ai pu répondre à ces questions et les amener à poser cet acte de candidature. Voilà. Voilà. Après, c'est idiot, c'est pas idiot, mais de toute façon, c'est le principe du réel. Voilà. Que ça ne nous plaise pas, c'est comme ça, et on se tape. Voilà. Et ce qui est effectivement aussi extrêmement pratique, c'est que sur les réseaux sociaux, les interactions sont beaucoup plus libres et détendues, moins formelles. Donc, il y a effectivement un ton à adopter. C'est l'occasion d'avoir un ton moins institutionnel, plus personnel, plus personnalisé. Donc, effectivement, dans les messages privés, très souvent, ça disait « oui, ça marche, ça roule, pas de problème, on fait comme ça ». Au-delà du discours extrêmement policé de la page institutionnelle, machin truc, avec 3 lignes de phrases de courtoisie. Et ce qui était bien aussi, c'est que les personnes ne s'imaginaient pas que derrière le clavier, il y avait le type pas drôle, intimidant avec sa cravate. Ils imaginaient, dans l'imaginaire collectif, ils imaginaient la petite midinette en apprentissage toute mignonne, etc. J'avais beaucoup de bonjour madame, etc. Alors que il n'y a rien qui permettait de déterminer si j'étais un homme ou une femme. Je ne savais pas ça. Voilà. Mais derrière, effectivement, ça permet d'un échange beaucoup plus libre, une parole beaucoup plus libre, y compris donc de la part des candidats, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Et ça m'a permis aussi de voir que les pratiques RH de mes concurrents du marché de l'emploi avaient des impacts, des mauvaises pratiques avaient des impacts sur notre propre image de marque, où ils étaient partis d'un principe de généralité, c'est que dans ce secteur d'activité-là, ils nous en fument tous sur les kilomètres, etc. Donc ça nous a permis aussi de réadapter notre communication, de recommuniquer sur le fait que nous, on fait de l'extra-conventionnel et qu'on rémunère 100% des kilomètres, y compris les premiers et derniers, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et donc, ça fait la boucle, ça veille de facto sur votre e-réputation. Ça vous force à voir qu'est-ce qu'on dit à votre sujet, etc. Voilà, d'autres éléments pour poursuivre, pour continuer à vous convaincre. Donc, en 2020, les utilisateurs d'Internet de 16 à 64 ans, donc nos cibles, totalement, passent 5h30 par jour sur Internet. Ils sont les chiffres. Donc ça, c'est les chiffres 2020, et je pense qu'on peut raisonnablement penser que ce temps a encore augmenté, peut-être pas à 8 heures par jour, mais on doit peut-être approcher des 6 heures. 76%, soyons des Français utilisent les réseaux sociaux. Sachant qu'a priori, pour les
demandeurs d'emploi, c'est plus, puisqu'ils sont 82% à chercher du boulot sur les réseaux sociaux. Et chaque Français, en moyenne, 6,8 comptes réseaux sociaux. Bon, après, réseaux sociaux, c'est au sens large. Hein. Il y a aussi YouTube, il y a Telegram qui sont inclus là-dedans. Voilà, donc je vous ai mis des sources à chaque fois si vous ne les croyez pas. Oui. Pardon? Oui. Ouais. Et on va faire ensuite un petit focus sur 4 réseaux sociaux, enfin les principaux, qui on recrute sur tel réseau social, comment on communique. D'abord les chiffres, parce que j'aime bien les chiffres. Voilà. Répartition des utilisateurs de RS réseaux sociaux par âge. Donc ça sont les chiffres monde. Voilà. Donc vous pouvez avoir une répartition homme-femme. Apprécier le fait que principalement chez les 44. Hop. Temps passé sur les réseaux sociaux selon l'âge. Voilà, donc sans grande surprise, hein, on est jeune, on glande sur pas Facebook, c'est un réseau social des boomers, évidemment, donc ils sont sur autre chose. Mais donc, plus on passe du temps sur les réseaux sociaux. Oui. Je peux revenir à la diapo d'avant. Ouais. Ça veut dire que dans un contexte d'avancement de la durée du travail avec la réforme de la retraite, tout à l'heure, le recrutement des gens de plus de 50 ans, en fait, passe 3, il y a 3% des 55 ans. Sachant que ça sont les chiffres monde. Hein. Mais le tout, et vous faites bien Voilà, vous faites bien de souligner ça, c'est que le web, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la réponse à toutes les situations. Il convient de garder une approche multicanale. Hein. À l'ADMR, on n'a pas arrêté de communiquer ailleurs. Hein. On continue les relations de presse, à faire en sorte à ce que avoir des premières pages ou des secondes pages sur l'Est clair, sur les campagnes de recrutement, à Draghi Canal 32, etc. Voilà, parce qu'effectivement, en étant sur l'Est clair, on va toucher, alors ne vous vexez pas, mais on va plutôt toucher les populations qui sont par ici, qui sont peut-être pas les candidats que l'on souhaite, mais des personnes qui vont dire ensuite à leur fils ou à leur petit-fils ou fille, petite-fille, la dernière recrute, vas-y. Et puis, quand un papa ou un grand-papa commence à parler de ça, derrière, il ne lâche pas. Il va prendre des nouvelles. Alors, est-ce que tu as postulé? Non. Donc, évidemment, oui, il convient d'avoir une approche multicanale et de ne pas abandonner les canaux traditionnels de recrutement en fonction de la démographie que l'on cherche à toucher. Voilà, donc ça ne va pas remplacer non plus la présence sur les forums d'emploi, etc. Ça seulement, ça inclut l'Afrique. Oui, sachant qu'ils n'ont pas tant d'utilisateurs que ça. Mais non, en Afrique, je pense effectivement, les 18-24 ans, il y en a beaucoup. Ouais. Mais c'est surtout l'Inde qui. L'Inde et la Chine. Voilà, donc temps passé, donc voilà, plus on est jeune, plus on a tendance à aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, Facebook, YouTube, donc il inclut WhatsApp comme réseau social, c'est discutable. Messenger, Instagram, TikTok est ici, Telegram, Snapchat là, Twitter est par ici, et voilà pour les principaux. Ah oui, je suis en batterie faible. Ah, mais je suis en parfait. C'est technique. Voilà, c'est le charme de l'artisanal. Donc voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer un peu en revue les principaux réseaux sociaux stars, on va dire. Donc, notre ami Facebook,
vous avez tendance à toucher. Alors, je ne dis pas que vous allez toucher uniquement ces cibles-là, et je vous dis que c'est ces cibles-là où vous allez optimiser en fait votre visibilité. Donc, vous allez facilement toucher le public 25-34, hommes et femmes indifféremment, et vous allez avoir tendance à toucher des profils peu ou moyennement qualifiés. Les secteurs d'activité sur lesquels on recrute pas mal, ou sur lesquels on peut toucher des profils qui nous intéressent, santé médico-sociale, donc ça je l'ai expliqué par moi-même, et il y a énormément de groupes, surtout en santé médico-sociale, après il y a d'autres secteurs d'activité que je connais un peu moins. Donc sectoriel, dans lequel sectoriel et ou géographique, dans lequel il faut être présent pour partager les offres, etc. Donc les secteurs des services retail, retail c'est de la vente au détail, transport, hôtellerie, restauration, et les formats de publication qui fonctionnent le mieux. Quand je parle de visuel, c'est une image fixe. Visuel et vidéo. Mais dans cet ordre, les visuels ont encore tendance à mieux marcher, à mieux fonctionner que les vidéos. Bon, voilà pour Facebook. Twitter va toucher de manière assez harmonieuse les 18-54. On a 60% d'hommes sur cette plateforme-là. Et on va plutôt toucher nos profils qualifiés des secteurs marketing com, secteur ou métier, marketing com, e-commerce, vente, finance, banque, assurance, informatique et des profils liés à l'ingénierie. Voilà. Ce qui cartonne, c'est le format vidéo qui génère 10 fois plus d'engagement. L'engagement sur les réseaux sociaux sont les vues, les commentaires, les likes, etc., les partages. Voilà. Toutefois, sur Twitter, on ne va peut-être pas recruter directement, mais on va plus communiquer sur sa marque employeur, sur sa e-réputation. Les personnes vont aller voir votre compte Twitter pour voir un peu comment vous vivez au quotidien, etc. Twitter, c'est un peu le réseau de l'instantané, de partage de moments en particulier, de partage de points de vue, de position, etc. Donc, c'est là où les personnes vont se renseigner un peu sur votre culture d'entreprise, sur ce que vous faites, comment vous vivez, etc. Ça n'empêche pas après de partager le lien de votre offre dessus. Ensuite, Instagram. Vous allez toucher relativement aisément les 18-34. La répartition homme-femme est assez 50-50. Profil plutôt qualifié, service retail. Je pense que c'est une coquille, c'est moyennement qualifié. Métier créatif, tertiaire, transport. Ce qui fonctionne le mieux encore aujourd'hui sont les carousels de visuels. Je ne sais pas si vous voyez, c'est lorsqu'il y a plusieurs visuels qui sont publiés sur un même poste et dans lequel vous devez les faire glisser. Et ce qui fonctionne bien, donc, ce sont les carousels un peu narratifs, où il y a donc une sorte de page de garde, etc. Et puis derrière, vous racontez un petit truc, swipe, comme on tourne les pages d'un petit livret. Et ensuite, ce qui fonctionne donc, sont les vidéos réelles. Je pense qu'à l'avenir, la tendance va s'inverser. L'algorithme d'Instagram pousse de plus en plus le format vidéo dans les fils. Et pour le moment, c'est encore les carousels qui fonctionnent. LinkedIn. 60% des inscrits de LinkedIn entre 25 et 34 ans. 22% ont plus de 2 ans d'expérience. Et là, c'est aux femmes physiques.
Les métiers ou secteurs d'activité sur lesquels vous allez toucher assez facilement, le secteur IT, évidemment, parce que tous les RH sont compta, mots, les profils ingénieurs. Et ce qui fonctionne sont les visuels, les formats images. Suite prime. Donc, vous allez toucher les 16-24, profil junior, profil peu ou moyennement qualifié, hommes et femmes, secteur d'activité, hôtellerie, restauration, hôtellerie. Et là, TikTok, c'est que de la vidéo, hein, la vidéo en format portrait. Voilà, et le prérequis, c'est d'être un peu extraverti. Et là, c'est très dangereux si on ne connaît pas les codes, hein, parce qu'on peut très vite se ridiculiser. C'est le but. Faites des experts. C'est ça, les experts. C'est pas le but. On peut avoir des moments assez gênants, effectivement, dans l'anthologie, où effectivement, on devient connu, mais bon, après, peu importe quand on parle de bien, de nous en bien monde, quand on parle de nous. Et là, oui, c'est un manier avec précaution. Je pense qu'il faut avoir des apprentis ou des stagiaires, je laisser une boîte de com, plutôt que se hasarder à faire des choses, à passer des moments gênants. Mais après, c'est peut-être parce que je suis introverti et que je vous dis ça. Ensuite, tout les restes, n'est pas moi. Profil 20-30, plutôt les profils féminins, 77%, secteur d'activité retail, logistique, transport, les formats de publication visuelle, vidéo, et plus particulièrement adapté aussi là, pour travailler sur votre marque employeur, sur l'aspect esthétique, inspirant, etc. Ensuite, Snapchat. Snapchat, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de système de messagerie instantanée, un peu photo-vidéo. Voilà, on partage un truc et on met un petit commentaire avec. On va plutôt toucher donc, les moins de 25, profil peu qualifié avec peu ou pas d'expérience, hommes-femmes, la répartition est qualificatif, retail, logistique, transport. Et là, c'est vous communiquer en vidéo. Je ne sais pas s'il y a des experts Snapchat dans la salle. Personnellement, je ne l'ai pas installé, cette appli. Le bon vieux con que je suis. OK. Pareil, tout ce que je dis, c'est issu d'un site qui est spécialisé dans la métrique de trafic Internet. Ce n'est pas moi qui l'invente. YouTube. 79% des internautes ont un compte YouTube. 34%, ouais, 35 ou entre 25 et 34, hommes et femmes, toutes tendances confondues, on va dire. Là, vous allez être cross-sectoriel, comme on dit ici en Belgique. Donc, vous allez toucher l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble de vos métiers, potentiellement. On communique exclusivement en format vidéo, évidemment. Et les avantages de YouTube, c'est qu'il y a une forte visibilité des publicités. C'est-à-dire que autant sur Facebook, Instagram, Twitter, on peut scroller et puis passer à autre chose. Autant sur YouTube, si on veut regarder la vidéo, on est obligé de se la coltiner, la pub. Donc ça va dire que c'est un atout pour les annonceurs. Vous êtes particulièrement adapté pour travailler sur sa marque employeur. Je vais pas reporter le chiffre, mais il y a plus de 70% des utilisateurs de YouTube qui ont découvert une marque via une pub YouTube.
Ensuite, la plateforme Spotify, et j'ai aussi mes Deezer, parce que c'est la même chose. Donc, des plateformes d'écoute de musique qui a remplacé la radio. Démographie, tout le monde écoute de la musique. Hein. Format de publication audio, podcast, visuel. Visuel, je l'ai mis en 3 parce que si vous êtes comme moi et que vous écoutez sur votre téléphone, mais en arrière-plan, les visuels, vous ne les voyez pas. Tandis que si vous êtes comme moi et radin et que vous n'êtes pas très bien, vous continuez les pubs audio, ça vous ne pouvez pas les skipper, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Donc là aussi, j'ai inventé un mot, un néologisme, forte écoutabilité des publicités, parce que si on n'est pas premium, effectivement, on est obligé de bénéficier de la réclame. Vous ayez un super adblock qui vous empêche de plus particulièrement adapté pour travailler sur sa marque employeur ou communiquer sur une campagne de recrutement. Il y a pas mal de la grande district qui communique sur leur campagne de recrutement sur Deezer. Le dernier cas, c'est que on va faire une vidéo où on dit recrute, c'est que vous allez faire une vidéo qui c'est il va être vidéo avant une vidéo de n'importe quoi. Oui. Oui, YouTube et Deezer, oui. C'est lorsque, sur YouTube, c'est effectivement quand on veut regarder une vidéo, on a 2 chances sur 3 d'avoir la pub avant le début de la vidéo. Et sur Deezer, c'est toutes les 2 ou 3 musiques, il y a une pub. Ouais. Oui. Là, c'est de la. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit si on a beaucoup de temps. Mais si après, vous allez me dire, ils ont assez d'argent comme ça, je ne devrais pas leur faire de la pub, mais sur Facebook, pour 15 ou 20 euros, dans la mesure où on ne fait pas des campagnes nationales, mais extrêmement ciblées localement, on touche très facilement son public. Voilà. Ensuite, Twitch. Twitch, c'est une plateforme de streaming, de rediffusion en direct à la base de jeux vidéo. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui retransmettent en direct ce qu'ils sont en train de faire. Un peu comme dans l'ancien temps, où vous regardez des matchs de sport à la télé. Là, on regarde un pro gamer performer sur un jeu X ou Y. Voilà. Où il y a même des tournois, des compétitions, des championnats de tel ou tel jeu vidéo qui sont retransmis en direct sur Twitch. Donc là, vous allez toucher un profil 18-34 de manière assez étonnante, 80% d'hommes. Secteur d'activité IT, format de publication vidéo et expérience immersive. Donc j'appelle expérience immersive justement le fait de faire un événement Twitch et attirer du monde, voir, voilà, trouver le truc qui va attirer du monde, mais la plateforme est prête. Surtout qu'aujourd'hui, elle commence à se diversifier. Elle ne fait pas, c'est plus que le jeu vidéo. Particularité, donc ça permet de toucher une audience qui est difficile à capter. IT. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, merci d'avoir spoilé mon truc, le web n'est pas la panacée non plus, et n'est pas la réponse à toutes les situations, et il convient de ne pas non plus perdre le contact avec le réel, avec le terrain, et la diffusion et la communication sur d'autres canaux en parallèle, sachant que c'est comme quand vous faites votre ciblage client, vous avez votre clientèle type, vous apprenez à connaître votre clientèle et donc vous allez communiquer de la manière qui correspond à cette clientèle et en utilisant les médias qui sont susceptibles de toucher cette clientèle-là, en approche commerciale. C'est exactement la même chose en approche recrutement. Il faut que vous connaissiez votre public, les personnes qui sont susceptibles de postuler chez vous,
et que vous fassiez le même boulot que pour votre démarche commerciale. Quitte à ce que vous alliez interroger directement les personnes qui occupent aussi les postes sur lesquels vous recrutez dans votre boîte en disant moi, ce que j'avais fait en hôpital, je suis allé voir les infirmières, etc. Si vous cherchez du boulot, vous allez chercher sur quelle plateforme, vous êtes présent sur quelle plateforme, etc. Pour pouvoir y être. Et ensuite, dernier petit point qui est souvent sous-évalué, que vous avez aussi pensé au recrutement interne et au parcours professionnel. Avez-vous développé une véritable de mobilité interne? Parce que en quoi c'est chouette la mobilité interne? C'est que vous avez affaire à un vivier de candidats extrêmement qualifié dans le sens où vous le connaissez. Donc, vos candidats internes potentiels, vous les connaissez. Vous connaissez les bras cassés, vous connaissez ceux qui performent bien, ceux qui ont du potentiel, ceux qui, ceux qui ont la possibilité de se projeter sur tel ou tel poste. C'est économique dans le sens où il n'y a pas forcément de budget, etc. Vous optimisez aussi votre plan de formation, un plan de développement de compétences. Comme vous le savez, vous devez investir un certain pourcentage de votre masse salariale en formation. Plutôt que de faire des ateliers couture ou pêche à la ligne, vous pouvez éventuellement effectivement optimiser votre budget en se disant est-ce que l'argent que de toute façon je dois dépenser dans la formation, je pourrais ne pas le dépenser pour favoriser les parcours professionnels internes ou la mobilité interne. Et en fait, derrière la boucle est bouclée, lorsque vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, éventuellement sur telle nomination ou tel parcours professionnel qui existe chez vous, que chez vous, il est possible d'entrer sans diplôme et d'accéder ensuite à tel ou tel type de fonction, vous allez contribuer à devenir plus attractif sur le marché du travail. Et à fidéliser aussi les salariés qui sont là, qui se disent que je ne suis pas bloqué, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs si jamais je veux progresser un jour. Voilà. Bon, c'est joli sur le papier, après il y a le réel, mais je pense que ça vaut quand même le coup de aussi se poser la question là, de est-ce que je ne vais pas éventuellement aussi briser de la motivation de salariés en interne, en partant du principe que je peux recruter en externe, trouver de la compétence déjà toute prête en externe. Est-ce que je ne vais pas susciter du désengagement? Voilà, donc c'est le moment des questions ou des cahiers des charges remplis, laissez moi. Voilà, donc vous pouvez m'insulter en me disant que tout ce que je vous dis, c'est pas réaliste, si vous voulez. C'est l'un des... On dirait ça. Bon, super. Oui. Pour le milieu de la viticole, du coup, je crois qu'il y a quelqu'un en dessous qui veut le meilleur canal. Celui, en fait, moi, je ne vais pas avoir de snow possible. La de motivation, je donne. Déjà, je pense que vous appuyez déjà très effectivement auprès de l'emploi pour ce genre de choses. Et ensuite, comme je disais, peut-être aller discuter avec les profils qui sont en poste chez vous, qui correspondent à ce que vous recherchez, et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme, sur quoi vous passez vos journées, quand vous êtes en week-end, sur quoi vous l'oubliez, et ça vous donne des indices sur quel canal il faut être présent et développer sa présence et communiquer, en disant que faire les vendanges chez nous, c'est une newsletter. Moi, vous n'en avez pas parlé, on m'avait conseillé de bon. Alors, le bon point, personnellement, j'ai toujours eu des mauvaises expériences. Moi, pour l'instant, voilà, j'ai encore pas testé tout, et pour l'instant. Après, peut-être que pour vos profils, ça peut correspondre, parce qu'effectivement, moi, quand j'ai
Quand je vais essayer le Bon Coin, j'ai eu que des candidatures totalement à la ramasse qui n'avaient rien à voir avec le poste, mais parce que je recrutais sur un secteur et un métier vraiment particulier. Là où, alors corrigez-moi si je me trompe, où pour le palissage des vendanges, etc., vous avez besoin de quelqu'un qui a un dos en bon fonctionnement. Un dos à peu près en bon état et puis une volonté de, j'allais dire, leader, d'être dynamique, en fait, de bouger. Bah, des fois, la définitivité, c'est maintenant les jeunes, même quand les branches sont en avance, bah, non, donc ils préparent leur rentrée, donc c'est pour le faire, c'est pas impossible, mais c'est fatigant. Voilà. Et votre principal vivier de candidature, ce sont ceux qui vont chez les autres. Donc, il faut convaincre ceux qui vont chez les autres de venir chez vous plus tôt. J'ai encore pas eu vraiment de... Parce que là, sur Facebook, là, pour le palissage et vendange, il faut absolument être présent sur le groupe Job Emploi 10. Ouais, alors je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là, Job 10 Emploi ou Job Emploi 10. Il y a plus de 10 000 personnes sur ce groupe. Et ça communique pas mal justement en saison. Et il y a pas mal de personnes qui récupèrent du monde. Et il y a aussi pas mal de personnes qui disent « Ah, je cherche à faire des vendanges, auprès de qui je peux m'adresser ?» Et donc là, derrière, il y a des vautours qui se jettent dessus. « Chez moi, chez moi, chez moi, chez moi !» Et donc, si on ne fait pas partie des vautours, effectivement, ben, ils vont chez les autres, quoi. Oui, je n'ai pas pensé à les appeler. Est-ce qu'ils ont vraiment une plateforme où on peut, je sais pas, la chambre d'agriculture, ils ont un... Je n'ai jamais travaillé dans ce secteur d'activité, mais ça ne coûte rien de demander en tout cas. Il arrive à faire du CDI, donc parce que c'est saisonnier, c'est-à-dire que justement, il y en a un qui ne travaille pas de date, enfin, tout salarié ne travaille pas de date, les vendanges, la moisson l'été, ça permet d'avoir une continuité toute l'année en fait. Il doit être aussi. Sachant qu'effectivement, les jeunes générations ont moins l'amour du CDI que les générations moins jeunes. Ça peut être une piste. Mais je pense que dans la vendange, les vendanges, j'ai beaucoup touché à aussi. Les réseaux sociaux. Oui, je pense que dès qu'un employeur ne traite pas convenablement ses ouvriers agricoles, etc., ça se sait rapidement. Il y a une année sur l'autre après. Oui, après, ça va faire des Finalement, il faut être dispo à ces dates-là. Et quitte à effectivement encourager la cooptation avec le noyau en disant voilà, si tu ramènes du monde, je passe ton taux horaire à temps ou alors je te file tel chèque. Alors, c'était pas celui-ci, mais celui-ci aussi, j'y étais. Je vais essayer de le retrouver. La offre d'emploi 10 Aube, ouais, qui a pas mal de membres déjà. Les emplois 10, il y en a beaucoup. Hein. Après, il faut prendre celui où il y a le plus d'abonnés. C'est Job 10 Emploi Aube. Là, ils sont presque 17 000. Mais le groupe que vous avez donné, ils sont 10 000, donc c'est bien aussi. Je peux le partager là, si vous voulez. Ah ben, je suis pas connecté. Index mobile. Yes. Oui, je dis rien, quand on a besoin de 25
30 personnes, bah, et que à 15 jours des vendanges, on en a 15, ça panique un peu, quoi, en fait. Et là, on prend un peu notre. Mais en plus, voilà, c'est que nous, ils vont venir une journée, puis on dira, ah, c'est dur, machin, mais ils vont pas, nous, ils vont venir une journée. Donc, voilà, c'est. Moi, j'ai pas le respect. Peut-être passer par un test basique. Et après, on peut se poser aussi la question de ce qu'on appelle dans les milieux chics l'onboarding, c'est-à-dire la manière d'accueillir les nouveaux arrivants. Alors, je vais. Pour le référencement. Le référencement. Ouais. Quand un candidat postule, oui. Forcément, en principe, on a son CV. D'abord, voilà. Voilà, on a cette expérience professionnelle en tant qu'employeur, mais on est en droit, parce que j'ai lu plusieurs choses. Ça, que normalement, si on n'a pas d'accord. Ah, vous parlez de la prise de référence. D'accord, ok. Ok. Légalement, effectivement, sans l'autorisation du candidat, tout ce que vous pouvez faire, c'est appeler l'employeur pour s'assurer que Monsieur Tartampion m'a dit qu'il a travaillé chez vous à tel poste de telle date à telle date. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Ça, vous avez le droit. Ça, vous avez le droit parce que, en plus, légalement, c'est à vous de vous assurer que le CV est exact. C'est-à-dire que si le CV est inexact, dans l'absolu, vous ne pouvez pas dire le contrat est caduc parce qu'il m'a menti sur le CV. Bon, c'est un peu plus complexe que ça et un peu plus subtil que ça, mais la règle, retenez ça de manière générale. Et le pendant de cet état de fait, c'est que, effectivement, vous pouvez vous assurer de la réalité de telle expérience. Là où, effectivement, si vous allez demander l'avis, là, effectivement, il faut demander l'autorisation du candidat, autorisation écrite. Donc, le mieux étant de est-ce que vous pouvez m'envoyer par mail 2-3 personnes que je pourrais appeler, et le fait qu'ils vous envoient le mail, ça fait de facto l'autorisation. Il y a une question sur le chat de Madame Vier. Quelles sont vos préconisations pour le contenu des annonces de recrutement? Faut-il détailler ou en dire le moins possible? C'est compliqué de répondre à la question là comme ça. Le fait est que la nature humaine fait que si vous mettez un pavé et que vous faites un simple copier-coller de la fiche de poste, vous diminuez grandement les chances d'être lu. De la même manière que lorsqu'on vous envoie une lettre de motivation de 2 pages et demie, vous allez avoir moins tendance à avoir envie de la lire. Voilà. Donc, surtout sur Internet où effectivement, dès qu'on a l'impression qu'il y a un pavé, bof. Et donc, ça dépendra sur le type de poste sur lequel vous recrutez. Si vous recrutez un ouvrier agricole, effectivement, si vous en mettez des tartines, ça n'a pas de sens. Là où si vous recrutez, je ne sais pas, un chef de projet export ou innovation, ça aura peut-être plus de sens d'aller un peu plus dans le détail. Mais tout est une histoire de curseur. Et surtout, la règle générale, c'est qu'il ne faut pas se contenter du copier-coller de la fiche de poste, parce qu'en plus, dans la fiche de poste, il y aura du jargon interne qui n'aura aucun sens sur une plateforme emploi. Puis effectivement, après, c'est du marketing. Hein. Il faut marketer son offre et la rendre un peu sexy. Donc, il y a un travail rédactionnel à faire derrière. Donc, je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Donc, la réponse, c'est ça dépend, ça dépasse. Elle veut peut-être savoir les précisions. En tout cas, il y a quand même un minimum d'éléments obligatoires à mettre pour qu'au moins. Ces éléments-là que j'aborde dans la formation que j'organise. Mais oui, enfin, c'est la présentation de l'entreprise en évitant le bullshit habituel, hein, leader, machin, truc. Chez nous, on a de la bifoot. Description de poste, c'est-à-dire en gros à quelle sauce vous allez être mangé. Et finalement, donc, profil recherché en ayant bien réfléchi effectivement pourquoi je pose tel ou tel critère dans le profil recherché. Et une partie aussi qui n'est pas assez exploitée, en particulier avec les moins de 30, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut vous apporter? Qu'est-ce que le passage chez nous va vous apporter pour la suite de votre carrière? Parce que rêvez pas, vous n'allez pas le recruter pour les 25 ans à venir. Hein. Il va rester 3-4 ans si vous êtes super sympa.
Donc, qu'est-ce que cette expérience va vous apporter pour la suite de votre parcours professionnel? Je pense que c'est aussi un point qui, selon les postes ou selon les profils, mériterait d'être développé dans les offres d'emploi pour pousser à l'acte de candidature. Je rajouterai le salaire, moi. Ah, oui, la reine. Oui, oui. Oui. S'il vous plaît, mettez la reine. Voilà. Sauf si vous avez des pratiques et des salariales un peu hasardeuses en interne et que ça va mettre le bazar. Mais c'est bloquant. Hein. Oui. Il faut. Mais c'est bloquant. Une annonce sans salaire, vous allez perdre un pourcentage énorme de candidats qui ne répondront même pas. Sauf que les particuliers, hein. Les services sont aussi là pour aller voir comment vous payez vos médecins. Et puis en plus, afficher, moi je trouve que c'est très délicat sur des profils comme des médecins. Et puis en plus, je suis désolée, mais alors c'est la possibilité de moi je prends l'expression, mais je pense que je suis pas de très près. C'est à un moment donné, le médecin qui vient, il n'y a pas que pour l'argent, quoi. Enfin, je suis désolée, mais pas que. Ça ne peut pas être que son seul point de motivation. Et moi, on connaît des services qui habitent les bords de mer où on affiche clairement la plage en photo. Quoi. Enfin, ah oui. Ouais, oui. Non, mais après, le médecin du travail, quelque part, sur quoi est-ce que vous voulez communiquer? Parce que sur l'intérêt du poste, le médecin, s'il a pris la peine de se spécialiser en médecine, voilà. Oui, mais ça, il l'aura partout. Parce qu'il est déjà convaincu, il s'est enquiquiné faire cette spécialité médecine du travail. Valorisation de son travail. Parce qu'en fait, médecin du travail. Alors, nous, effectivement, on valorise. Ouais, voilà. Pas valoriser médecin du travail. Enfin, aujourd'hui, non, ça fait 30 ans pas valoriser, parce que ça fait 30 ans de toute façon, il n'y a que qui vont dans les bancs. Parce qu'après, ils savent très bien qu'ils sont attendus comme le Messie un peu partout. Ils sont même pas attendus. On les appelle tous les jours, on les déboucher. Quand j'étais en hôpital. Ah bah. Ce qui m'a fait pour faire paraître des annonces à 4 000 € l'annonce. En donné, après, ça ne sert à rien. Cabinet. Il faut faire de l'approche directe. Quand j'étais en hôpital, on envoyait des courriers directement au médecin en disant voilà, on vous propose, on vous embauche à 10 K. Ah bah, là, oui. Là, dans ce cas-là, je veux bien dire que c'est le salaire. Mais sur l'annonce générale. Voilà, mais effectivement, on se pose la question de savoir quel est le bon canal pour toucher ce public-là. Donc, il faut effectivement discuter avec vos médecins du travail. Là, si jamais vous aviez le culot de vouloir quitter le GISMA, qu'est-ce que vous feriez pour savoir où ça recrute? Voilà, ou comment ce serait le plus facile pour, si jamais je voulais vous faire connaître une perspective d'embauche, quel serait le moyen le plus efficace pour vous toucher, à votre avis? Parce que là, je ne pourrais pas dire à votre place. Voilà. Quand j'étais en hôpital, j'envoyais des courriers à des généralistes en disant venez chez nous, même pour faire, même à temps partiel. Voilà. Le nombre d'annonces d'offres d'emploi pour des médecins, même des médecins spécialistes, parce qu'il faut bien payer. Et on leur dit 8, 35 heures, machin, etc. Et puis quand on voit le nombre de médecins qui ne bossent plus en intérim, je connais quelqu'un comme ça qui bosse uniquement en intérim, il bosse 3 semaines. Après, il part 2 mois en voyage à Tahiti, en Thaïlande, machin. Ils reviennent rebosser 3 semaines. En 3 semaines, ils gagnent autant que en 2 mois. Et le problème, c'est que l'intérim, on déborde du sujet. L'intérim, c'est la même chose se passe avec les infirmiers. On arrête l'intérim. Voilà, oui, mais après, les personnes ont leur liberté individuelle. Alors, on peut voir sur le système fonctionne ou pas. C'est la loi du marché. Il va dire, moi, j'arrête et je fais l'intérim. Vous avez un service complètement. Oui, c'est pareil pour les IDE. Et ça devient aussi, ça commence à toucher aussi les AS. Oui. Il y a des. Loïc Bayrol vous l'a dit tout à l'heure, hein, sur des profils vraiment spécifiques comme les vôtres, à un moment donné, il va falloir aller
il y a des cabinets vraiment spécialisés. Après, alors, ils sont tous spécialisés, mais c'est bien de recrutement, c'est une catastrophe. Je vous en donnerai un qui n'est pas ici et qui a un super réseau. Alors, je sais qu'Adéco Médical se fait payer la réussite. Ah, Là où les autres ont plutôt tendance à payer, puis vous verrez si vous avez le cabinet qui, je ne sais pas, de recruteurs, pour apprendre pour un. Mais oui, il faut quelqu'un à la réussite, parce que sinon c'est trop facile. C'est les nos trucs, pas de convention de recrutement, vous avez payé 3 000 dès le départ, et puis on se contente de ça, et puis au bout d'un an, on ne sait pas. Alors après, encore une fois, la tâche est difficile. Hein, ça. Oui, avec une motivation d'aller chercher. Ouais, ouais, c'est comme ça, c'est que recrutement et voir que les tirations. Ah bah oui, oui. Bah oui. Beaucoup de choses, et les maires, ils vont venir à vous. Mais ça va les attaquer. C'est déjà. Oui, après, il y a les moyens. Ouais, nous, on avait un budget pour aider au déménagement. Pour financer le déménagement. Il reste Voilà, effectivement, c'est de dire pourquoi est-ce que je bougerai. Et quand on pose la question de médecin, on dit ça. C'est pas assez, il y a la quantité de salariés qui sont surveillés, mais nous, je pense que ce qui est fait, que ce soit en politique salariale ou autre, c'est ça qui est Parce que finalement, la difficulté de sortir du cercle vicieux de je pars parce que je suis épuisé et donc je vais augmenter la charge de travail des Après, tu vas me trouver les excuses du monde, hein, mais on est quand même dans l'ordre. Et dans l'ordre, on sait bien qu'on est en pénurie médicale à tout niveau. Donc forcément, on n'y échappe pas. Ça nous fait suivre. Voilà, je sais pas, on a 3 caisses de champagne par mois, on fait. C'est aussi, il y a beaucoup d'instabilité maintenant. Retour d'expérience de vos médecins satisfaits sur les réseaux. Oui, il faut qu'on innove, ça c'est sûr. Ouais. Je vous montrerai rapidement puisque on a... Très bien. On va peut-être libérer les gens en visio. Bah oui, enfin après. Est-ce que pour les personnes qui sont en visio, vous avez encore des questions? Non, c'est bon, merci. C'est tout bon? Bon, je pense qu'on va vous libérer. On vous remercie pour votre participation. Donc, on remercie également Loïc Bavrel pour sa présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous faire un mail. On fera passer à M. Bavrel, on vous donnera ses coordonnées. Et puis, donc, on vous enverra les supports dans la journée. Merci à tous. Passez une bonne journée. Des exemples de vidéos que j'avais mis en place lors de mon passage dans cette